Cyril Melka, sans piraterie. Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez dans le monde. Et bienvenue donc pour cette nouvelle série de webinaires. Donc je vais faire les webinaires environ tous les 15 jours jusqu'au mois de novembre. Je m'arrêterai au mois de décembre pour vous laisser préparer les fêtes. Et puis je repars encore de janvier à mai. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit peu le point sur certaines questions que beaucoup de gens se posent par rapport justement à une relation toxique. Quand on est dans cette relation toxique, pourquoi? Enfin, la question qu'on me pose ressemble bizarrement à la question qu'on me posait lorsque je travaillais avec les gens qui faisaient partie d'une secte. Et donc, quand ils en sortaient après pour les remettre sur pied, ben, ils venaient me voir. C'était moi qui travaillais avec ça. Et en fin de compte, les gens me posaient exactement le même genre de questions. Et c'était, mais les gens, quand ils sont dans une secte, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils y restent quand ils voient que les choses se passent mal et qu'ils sont exploités, etc. Pourquoi ils restent? Pourquoi ils s'en vont pas? Et c'est exactement le même genre de questions qu'on pose par rapport aux gens qui sont dans une relation toxique, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation amoureuse. Et quand, c'est d'ailleurs même un gros problème, parce que quand ces personnes elles-mêmes essayent d'en parler des fois à des amis, eh ben, les amis leur disent bon, t'as qu'à en sortir, bazarde-le, barre-toi, pars, laisse-le. Enfin bref, mais ça se fait pas comme ça. Alors, dans ce webinaire, je vais faire le point sur 11 principes importants qui empêchent les gens de sortir de ce champ de relation. Alors, on peut avoir un ou plusieurs de ces points. Hein. Il y a pas de, c'est pas parce qu'on en a un qu'on n'a pas les autres. Et puis, on les a pas toujours au même niveau. Et il y a 2 points très importants sur lesquels je vais m'attarder un peu plus, donc en tout et pour tout 13 points dans ces situations. Alors, généralement, j'appelle les personnes qui sont dans une relation toxique, je les appelle la cible. Je n'aime pas les appeler les victimes parce que justement, ça victimise et ça les met dans un rôle encore plus difficile, qui est encore plus difficile d'en sortir parce que les mots ont leur importance. Et par contre, je les appellerais bien des survivants une fois qu'ils en sont sortis parce que c'est vraiment survivre une relation. Sinon, je préfère les appeler des cibles parce que un manipulateur, qu'il soit sociopathe ou qu'il soit narcissique ou qu'il soit un peu tout ce que vous voulez, ne voit pas la personne en question comme une personne qu'il aime ou comme une relation, ou il la voit comme une chose, il la voit comme une cible. Et une fois qu'il a fini avec sa cible, il en trouve tout simplement une autre. Et la première des raisons pour lesquelles très souvent les gens ne sortent pas d'une relation toxique, c'est parce que tout simplement, aussi bêtement qu'on pourrait le croire, c'est qu'elle ne sait pas, elle ne voit pas qu'elle est dans une relation abusive. Dans certains couples, dans certaines relations, les cibles sont tellement habituées à être plus ou moins maltraitées ou tout simplement par manque d'éducation, de formation, de connaissances ou d'environnement. Pour elles, c'est normal. C'est normal d'être traité comme ça parce que moi, je suis qu'une femme alors que lui, c'est un homme, ou alors moi, je n'ai pas de travail alors qu'il en a un, ou alors, il y a certains principes ou certaines idées qui font que la cible n'a tout simplement pas conscience qu'elle est en plein dans une relation abusive. Le nombre de fois où, en parlant tout simplement avec certaines femmes, surtout, quand elles me disent, bah oui, mais les hommes, c'est comme ça, quoi. Mais non, c'est pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est pas vrai. C'est un petit peu certains de ces principes que l'on a, qui viennent un peu de n'importe où, hein, et qu'on a pris comme vérité. Et puis on se dit, bon, la relation c'est comme ça, le mariage c'est comme ça, les relations avec quelqu'un c'est comme ça. Et puis, s'il me maltraite de temps à autre, c'est de ma faute, quoi, en gros.
Donc là, très souvent, la raison la plus simple et aussi incroyable qu'elle peut paraître dans certains cas, c'est parce que la cible ne voit tout simplement pas qu'elle est dans cette relation. Deuxième point important, l'abus émotionnel dont la cible est victime ou cible détruit la confiance en soi de la cible petit à petit. C'est-à-dire que, comme on le verra un petit peu plus tard, l'abus émotionnel vient petit à petit. C'est quelque chose qui se développe comme ça au fil du temps. Et c'est un petit peu comme justement comme un goutte à goutte ou comme une intraveineuse, si on veut dire ça comme ça, qui petit à petit va faire une érosion de la personnalité, de votre personnalité et de vos défenses. Ce qui veut dire que petit à petit, on a. Alors déjà, c'est la cible n'aura déjà pas beaucoup de confiance en soi ou aura un manque de confiance en soi. Il y a de fortes chances pour que le ou la manipulatrice ou le manipulateur ait choisi sa cible en connaissance de cause. Mais à part ça, le fait qu'on s'imagine que on ne retrouvera jamais un homme tel que lui ou une femme telle qu'elle, et plus le temps avance, plus on croit que en fin de compte, cette personne, c'est la meilleure des personnes qui puissent nous arriver. On ne pourra jamais trouver quelque chose qui correspond à ça ou qui soit mieux que ça. Et ça fait donc qu'on a de moins en moins de confiance en soi et c'est ce qui rend les choses très difficiles pour quitter cette relation parce qu'on se dit que de toute façon, on risque fort bien de se retrouver sans rien et en tout cas pas avec quelque chose d'aussi bien que ce qu'on avait. Puis, il y a ce qu'on appelle le cycle de l'abus. Parce que les manipulateurs, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire que ils y vont petit à petit, insidieusement, oui. Et puis, on alterne. C'est-à-dire que on va de temps à autre revenir comme c'était avant, comme c'était au début de la relation, où on va être dans le miel, tout va bien se passer. Tout va être fantastique. Et puis, tout d'un coup, tout retombe à l'eau. Au moment où on croyait que tout allait bien se passer, boum, ça retombe à l'eau. Et puis, après un certain temps, tout redevient normal, etc. Donc, on est toujours dans ce cycle un peu comme des montagnes russes, où les choses vont bien, les choses vont mal, les choses vont bien, les choses vont mal, ce qui fait qu'il est difficile de quitter la relation quand les choses vont mal, parce qu'on sait qu'elles peuvent aller bien, ou on s'imagine qu'elles peuvent aller bien, alors qu'en fin de compte, c'est tout simplement une manipulation pour vous radoucir, et puis pour en fin de compte pouvoir abuser encore une fois. Ensuite, dans une relation abusive de ce genre de choses, il est dangereux de partir. Mais quand je dis dangereux, je veux dire dangereux, surtout pour les femmes. Les femmes, d'après les statistiques, ont 70 fois plus de risques d'être tuées par leurs ex que l'inverse ou que par quelqu'un d'autre. Donc, il y a un danger assez énorme en tant que femme pour quitter ce genre de relation. Il y a cette peur de oui, mais qu'est-ce qu'il va me faire et qu'est-ce qu'il peut me faire? Après, tout dépend du pays dans lequel vous vivez. Mais dans certains pays, comme malheureusement la France, justement, ce genre de choses, en fin de compte, on s'en tire relativement bien. Donc, en tant que femme, on peut avoir cette idée de se dire de partir, ça peut être extrêmement risqué. Donc, oui, il est dangereux de partir, il est très dangereux de partir. Il est aussi également difficile pour la cible de sortir du cercle de contrôle. Parce que justement à cause de ce fameux cycle de l'abus, d'un côté, le fait que la confiance en soi, elle n'est pas top, et puis qu'il y a ce danger, cette angoisse, cette peur de partir, la femme se sent
plus souvent contrôlé, l'homme aussi d'ailleurs, hein, dans le cas d'une relation abusive, et il est difficile de sortir de ce cercle vicieux. Et d'après les statistiques, dans la plupart des cas, les cibles, ça leur prend aux environs de 7 ruptures en moyenne avant de pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que la cible va essayer de sortir de la relation et va être ramenée 7 fois en moyenne avant vraiment de pouvoir partir définitivement. Donc, sortir de ce contrôle, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça peut être extrêmement difficile, surtout que dans la plupart des relations abusives, la cible a plus ou moins perdu son entourage, son environnement, que ce soit la famille ou que ce soit les amis, qui pourraient être un danger, entre guillemets, à la relation vue du côté de la personne abusive. Et donc, il va ou elle va lui avoir fait couper les ponts avec toutes les personnes qui seraient susceptibles de l'aider ou de la soutenir. Ensuite, il y a une croyance que l'on a, qui est un petit peu dans l'air du temps, et qui dit que on est obligé de pardonner et d'avancer. En fin de compte, on ne doit pas quitter sa relation comme ça au moindre problème. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à se dire bon c'est bon, on va oublier ça, on va redémarrer à zéro, on va avancer, etc. Et ça, si ça marche ou si ça peut être important dans une relation, j'allais dire normale, c'est-à-dire une relation où bien entendu on peut avoir des problèmes ensemble, mais c'est pas une relation qui est basée sur la manipulation. C'est vrai que ça marche dans une relation qui n'est pas basée sur la manipulation, mais malheureusement dans ce genre de relation, c'est justement ce qui va retenir la cible et ce qui va l'empêcher de pouvoir s'en sortir. En numéro 7, la cible se sent responsable ou coupable du comportement de son partenaire ou de son partenaire, en fin de compte. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une femme battue ou d'un homme battu ou ce que vous voulez, ça va être la faute de la cible. En quelque sorte, je t'aurais pas cogné dessus si tu m'avais pas fait cette réflexion quand je suis rentré bourré à 3 heures du matin. Bon, là, c'est un petit peu mis en évidence, un petit peu flagrante, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que la cible va toujours finir par sentir que, en fin de compte, c'est de sa faute, quoi, si elle s'est fait battre, ou si il s'est fait jeter, ou si elle l'a trompé. Enfin bref, ça va être de sa faute. Dans beaucoup de relations manipulatrices, par exemple, à la moindre petite incartade, alors généralement la cible est toujours obligée de marcher sur des œufs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un mot de travers ou un mot dit d'une façon pas acceptable, ou un sourire au mauvais moment, ou pas de sourire au mauvais moment, enfin bref, la moindre des choses peut faire basculer un moment idyllique en un moment horrifique, tout simplement. Et donc la cible est toujours en attente, elle a toujours peur de ce qu'elle va dire, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire, enfin bref. Et donc, du fait justement où l'abus émotionnel a détruit sa confiance, qu'elle a été au travers de tout ça, et justement, quand il ou elle va lui dire mais c'est parce que tu m'as fait cette réflexion que j'ai été obligé de partir et que j'ai couché avec ton frère, ou alors que je t'ai mis des coups sur la tronche, ça va être de la faute de la cible. Et la cible qui a l'habitude, en fin de compte, de prendre la culpabilité, et du fait où elle a plus beaucoup de confiance en elle, elle se sent rapidement responsable du comportement du manipulateur ou de la manipulatrice. La cible croit toujours que les choses vont finir par changer. Alors, dans une relation abusive, la plupart du temps, il va toujours y avoir, on va toujours être au milieu d'une mauvaise période. Pour une raison ou pour une autre, le bonheur, il va toujours être juste au tournant, juste à côté, mais pas maintenant.
on a toujours l'impression que les choses ne vont pas bien en ce moment parce qu'il y a tel et tel problème, que ce soit au travail, ou il y a tel ou tel problème à ceci, cela, ou tu verras, quand j'aurai telle et telle position, ça ira mieux. Ou, enfin bref, il y a toujours des moments qui stressent le manipulateur, entre autres la cible, bien entendu, mais parce qu'elle va faire des demandes qui vont lui paraître inacceptables au moment où le manipulateur ou la manipulatrice a d'autres choses en tête. Et donc, on va toujours avoir l'impression que si je tiens le coup, ça va aller mieux. Et du fait où on a le cycle, donc le cycle de l'abus dont j'ai parlé auparavant, c'est-à-dire que de temps à autre, les choses vont quand même mieux, ou peut-être pas tout à fait bien, mais elles vont beaucoup mieux. Donc, on a cette croyance en tant que cible que, oui, donc c'est possible, les choses peuvent aller mieux, et donc on va toujours avoir cet espoir qu'un jour, ce sera le bonheur parfait, quoi, en gros. Jour qui n'arrive jamais, hein. Je peux vous raconter la fin du film, je l'ai vu. Non, ça changera pas. Ensuite, il y a une pression sociale, c'est-à-dire que du point de vue social, point de vue environnement, que vous regardiez les films, les téléfilms, enfin bref, tout ce qu'il y a autour de nous, oui, on a l'impression il est possible d'avoir une relation parfaite, et donc on se dit, quand c'est possible pour d'autres, ça doit bien entendu être possible pour moi, et donc on va travailler encore plus pour essayer d'avoir cette relation parfaite. De plus, au début de la relation avec un manipulateur ou une manipulatrice, tout est vraiment rose, quoi. C'est vraiment fantastique, incroyable, etc., etc., etc. Et donc, on reste un petit peu dans cet état de bulle, et on ne peut pas admettre que les choses ne vont pas bien. Toujours, si on se dit, mais ça, c'est temporaire, ça va aller mieux, et ce qui est d'ailleurs le cas de temps à autre. Et donc aussi, par rapport aux amis, peut-être qu'on a laissé tomber, ou aux amis qui ne l'aiment pas et qui vous disent ceci, cela, mais tu sais, elle est beaucoup comme ça, ou il est beaucoup comme ça, etc. On se sent en fin de compte pressurisé à rester avec lui ou avec elle, parce que sans ça, les autres vont avoir raison, et ça, on veut pas, quoi. Donc, il y a plusieurs pressions sociales, déjà d'une part d'un idéal ou de différents idéaux, et puis il peut y avoir une pression sociale où on se dit, non, maintenant j'ai tout lâché pour ça, alors il va falloir que ça marche, quoi, parce que je peux pas maintenant dire qu'en fin de compte, je me suis fait avoir et qu'ils avaient raison. Il y a donc la peur aussi de la réaction des autres, parce qu'on peut avoir une différente pression dans l'environnement. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être de différentes personnes, donc où on peut avoir peur de la façon dont ils vont le prendre, et puis on va se dire, oui, mais là ils vont tous me rejeter, je vais perdre tout l'environnement, et c'est le seul environnement que j'ai, et ça je vais pas pouvoir, je vais pas oser. Surtout que les manipulateurs généralement sont bien vus des autres. Donc on a la forte impression, et c'est d'ailleurs le cas la plupart du temps, que les autres, l'environnement proche, ne voit pas que le manipulateur est comme il ou elle est. Et donc, s'il y a rupture, ils vont tous, tous les amis ou tout l'environnement va prendre parti pour le manipulateur ou la manipulatrice, et nous, on va être totalement rejetés, on va être perdus. Donc il y a cette peur de la réaction des autres et de ce qui peut arriver. Enfin, dépendamment du temps qu'on a passé ensemble, dépendamment de tout ce qu'on a fait ensemble, parce qu'il y a des relations avec des manipulateurs qui ont duré 15, 18, 20 ans, on a quand même fait des partages de toute une vie. On a des moments, on a eu des moments qu'on a cru heureux. Alors, c'est vrai que ces moments heureux, entre guillemets, c'était de la manipulation. C'était un leurre, c'est pas vrai. C'est un rêve, ça n'existe pas. Mais c'est en fin de compte la seule chose qui reste. Si on se dit, mais ça aussi, c'était du pipeau, alors j'ai donc perdu 10, 15 ans de ma vie. Et ça peut être une valda un petit peu difficile à avaler. Donc d'un côté, il y a ça.
Et puis, si on a une relation quand même qui a duré un certain temps, vous avez bien entendu, vous avez peut-être des enfants ensemble, on a peut-être acheté une maison, enfin bref, il y a plein de trucs, il y a plein de choses, et ça peut paraître très difficile de surmonter tout ça et de repartir à zéro. Euh, donc, ça, ce sont les raisons primaires, si on peut dire ça comme ça, pour lesquelles on reste, on aimerait bien partir, mais on reste dans la relation abusive parce qu'il y a justement tous ces éléments. Maintenant, il y a deux éléments importants, donc également, qui viennent se greffer là-dessus. Et la première chose, c'est la théorie, comme on pourrait appeler ça, la théorie de l'investissement. Alors, pour bien expliquer ce principe, en fin de compte, c'est exactement le même principe que j'avais utilisé pour expliquer pourquoi les gens restaient dans une secte. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. C'est justement ce principe de l'investissement. Alors, pour bien vous faire comprendre ça, j'utilise une analogie qui est l'analogie de la maison. C'est-à-dire que on imagine que on achète une maison. On a trouvé une maison qui nous correspondait bien. Et puis, on se dit, bon, ça y est, maintenant, on va avoir notre chez nous. Donc, on achète. Maintenant, il faut dire que, point de vue économique, on est un peu tendu. Donc, on a acheté la maison, mais maintenant, on est à plat. On a les poches à plat. Hein. Si ça coûtait 10 centimes pour faire le tour du monde, on ne pourrait pas arriver au prochain arrêt de bus. Donc, on est vraiment à plat. Au Danemark, on dit que généralement, donc, quand on vient d'acheter une maison, on mange donc des céréales ou du porridge, enfin des flocons d'avoine, la bouillie de flocons d'avoine, on en mange tous les jours parce que c'est tout ce qu'on peut acheter parce qu'en fin de compte, on n'a plus de sous. Je crois qu'en France, on dit qu'on bouffe des patates tous les jours ou un truc comme ça. Bref, maintenant on va pas parler de cuisine. Maintenant, ça risque de vous donner faim. Mais bref, donc vous avez acheté votre maison, vous avez vraiment fait tout pour pouvoir avoir les prêts, pour que tout rentre en ordre, etc. Et maintenant, vous vous dites bon il suffit de tenir le coup un an ou deux comme ça, et puis après les choses vont commencer à aller mieux, et puis c'est bon. Donc une économie tendue, mais bon, ça tient le coup. Malheureusement, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes dans la maison. Là, vous avez des champignons partout sur le mur. Et là, dans ce cas-là, vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir tout casser et tout reconstruire. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir refaire le chauffage parce qu'il y a les tuyaux, machin, etc. Bref, ça va vous coûter cher. Meilleure des choses à faire, ça serait peut-être de se dire, vous dit votre époux ou votre épouse, peut-être qu'on devrait revendre la maison tout de suite. Ah ben non, écoute, on vient de l'acheter. Si on revend la maison de toute façon, maintenant surtout qu'il y a les champignons, etc., on va pas avoir suffisamment d'argent, donc on va perdre des sous. On va être obligé de faire un emprunt supplémentaire. On bouffera des patates pendant 4 ans au lieu d'en bouffer pendant un an. Et puis voilà, quoi, parce que maintenant on a acheté, on peut pas tout laisser tomber comme ça. Et donc, on fait les travaux, on fait les réparations, etc., etc. On continue à bouffer nos patates et malheureusement, quelques temps plus tard, problème de plafond, il y a des insectes, des machins, des trucs, enfin bref, le plafond est à refaire, la toiture a l'air de pas aller très bien, enfin bref. Et là, vous n'avez même pas eu le temps de finir de payer les prêts. Mais vous vous dites, écoute, maintenant, on a non seulement acheté la maison, mais en plus de ça, on a investi dans les réparations. Si on laisse tomber maintenant, de toute façon, on va perdre tout cet argent. C'est encore plus qu'on va perdre. Donc, écoute, maintenant, il n'y a plus le choix. On va bien être obligé de réparer la toiture, le plafond, machin, etc. Et donc, on va refaire des prêts. On va mettre la voiture et la belle-mère en gage. Et puis, on fait un prêt et puis on fait les travaux. Et petit à petit, il y a de plus en plus de trucs qui se cassent et on continue à réparer et à s'endetter et à s'endetter. Et puis, en fin de compte, on finit avec une ruine, plus ou moins. Et puis, l'huissier vient et vous prend tout et vous vous retrouvez à la rue. En gros, c'est exactement ce qui se passe
dans une relation abusive. Quand vous entrez dans la relation, vous y croyez, vous pensez que c'est quelque chose qui est solide, donc vous investissez votre amour, vous investissez des émotions, vous investissez des trucs, vous investissez peut-être même aussi de l'argent, vous vivez ensemble, etc. Et les choses marchent apparemment bien. Ensuite, vous avez ce fameux principe de destruction qui commence à arriver, et donc vous faites des réparations, vous investissez encore plus, vous faites de votre mieux, vous changez certains de vos points, vous faites tout pour le ou pour la rendre heureuse, vous investissez encore plus. Ça marche un moment et puis ça repète. Et donc vous investissez encore plus et encore plus jusqu'au moment où, ou bien vous vous faites virer, c'est le plus souvent ce qui se passe. Quand vous êtes devenu une coquille vide et que vous n'avez plus d'intérêt, ben, on vous jette, ou bien vous réussissez à le ou à la quitter, mais disons que ce que vous pouvez sauver de la relation, c'est plus ou moins en ruine, quoi. C'est exactement ce principe d'investissement des émotions qui fait qu'il est si difficile de partir parce que justement, on a investi de plus en plus au cours de la relation. Et plus la relation a duré, et plus on a investi, et plus il est difficile de partir. Non seulement donc investi pécuniairement éventuellement ou autre chose, mais on a investi des émotions, on s'est investi, on a essayé de changer des choses, on a fait de son mieux, etc. Et on se dit, ça peut pas péter maintenant avec tout ce que j'ai fait, ça a bien marché, je vais recommencer, je vais continuer. Et ça, ce principe de survie, en quelque sorte, dans ce cas-là, ben, c'est le principe qui vous mine et qui vous empêche de quitter cette relation abusive. Le deuxième gros principe, c'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Et le lien traumatique, c'est là où je reviens donc à ce principe de goutte à goutte, c'est que, en fin de compte, la destruction intérieure et la destruction du couple se produit petit à petit. C'est quelque chose qui commence comme ça, insidieusement, avec une remarque, il ou elle va se moquer de vous, mais ça va être gentil. C'est-à-dire que ça va faire mal. Mais, oh, bah, tu vas pas te mettre en colère pour ça, écoute, oh là là, si on peut plus rien dire, alors qu'est-ce que tu es susceptible? Et puis ça commence comme ça, et de cette façon, goutte à goutte, donc, ben, l'eau commence à percer la pierre, petit à petit, et vous commencez donc à avoir ces hauts et ces bas, un peu comme ces fameuses montagnes russes. Alors, dans les moments où vous êtes dans le haut, il y a dans votre corps, en fin de compte, des dopamines qui entrent en jeu, et vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous sentez le bonheur. Vous avez cette explosion de dopamine dans le cerveau, comme une drogue en quelque sorte. Et lorsque les choses vont mal, lorsque vous retombez en bas de la boucle, eh ben, vous êtes prêt à faire n'importe quoi, comme un camé en quelque sorte, pour avoir votre shoot. Tout comme quand j'ai travaillé avec les anciens drogués à l'époque pour les remettre à flot dans la société, eh ben, certaines de ces personnes, elles faisaient n'importe quoi pour leur shoot. Elles allaient jusqu'à se prostituer, elles n'avaient plus d'honneur, plus de respect pour elles-mêmes, ni rien. Elles étaient prêtes à tout pour leur dose. Et ben là, c'est exactement la même chose. Du point de vue presque physiologique, quand on est en bas de la boucle, on est prêt presque à tout pour avoir sa dose, en quelque sorte. Et vous avez donc le manipulateur qui agite un petit sachet avec votre dose là, et si vous faites comme il ou elle le veut, eh ben vous pourrez avoir une dose de bonheur. Donc, en fin de compte, vous développez une addiction, tout simplement. Tout comme on a une addiction à l'alcool, à la cigarette ou à la drogue, eh ben, vous avez une addiction à ce bonheur que vous pensez pouvoir trouver, parce que c'est le seul bonheur, en fin de compte, qui est valable en ce moment-là. Donc, ces hauts et ces bas ont pour but, en fin de compte, de vous manipuler, et c'est, entre autres, ces hauts et ces bas et ces doses d'addiction, en quelque sorte, qui retiennent la cible fortement dans l'emprise du manipulateur ou de la manipulatrice. Ces hauts et ces bas peuvent finir
par se développer en stress physique. J'ai vu des symptômes physiques chez les personnes qui étaient dans certaines de ces relations. Ça peut être des éruptions d'herpès ou de boutons, ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être des problèmes pour anorexiques, ça peut être, enfin bref, parce que très souvent, l'aspect physique est au cœur de pas mal de conflits et de manipulations. Et donc, vous avez le stress physique qui se met en route, avec donc en même temps ce manque de confiance en soi qui est de plus en plus important, dont j'ai parlé plus haut. Donc, l'un dans l'autre, vous êtes tout simplement liés avec votre manipulateur. Et tout essai d'en sortir va démarrer une culpabilisation quelconque. Une culpabilisation de le laisser tomber, une culpabilisation d'avoir tout laissé tomber, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'elle a fait pour vous, vous en avez rien à faire. Et puis cette peur, donc toutes les peurs qu'il peut y avoir autour, un petit peu comme encore une fois, lorsqu'un membre d'une secte veut quitter sa secte, il entre dans un nouveau monde qui est le monde extérieur, et pour eux, c'est un monde extrêmement dangereux où ils ne connaissent pas ou plus les règles, ils ont culpabilisation, stress, etc. C'est exactement les mêmes symptômes. Lorsque j'aide les gens par rapport à une telle relation, la plupart des choses dont on parle pourraient parfaitement coller avec quitter une secte ou avec entrer dans une secte et en sortir. Ça, c'était donc des raisons qui retiennent une personne dans une relation toxique. En sortir, ouais, c'est possible. C'est pas facile du tout. Comme je l'ai déjà dit, en règle générale, si on doit en sortir soi-même, il faut compter aux environs de 7 ou 8 essais en moyenne. Donc, en fin de compte, la plupart des gens qui ont été virés par leur manipulateur ou leur manipulatrice ont plus de facilité à s'en sortir parce que elles ont été virées. Donc, c'est bon. Donc, on peut plus facilement commencer le travail de reconstruction. Mais si c'est une personne qui doit elle-même quitter son bourreau, ou sa bourronne, bon, bref, vous me comprenez, ça c'est beaucoup plus difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie pour se sortir. En plus, il y a tous ces doutes, donc, mais est-ce que c'est normal? C'est peut-être moi, c'est de ma faute, c'est sûrement encore moi, il ou elle a tant fait pour moi, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour vous en sortir, parlez avec des personnes de confiance autant que possible. C'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de vous écouter sans vous juger, sans vous dire bon bah casse-toi, barre-toi, etc. Mais qui peut vous confirmer, une personne neutre si possible, mais qui peut vous confirmer que ce que vous vivez, c'est pas normal, que le problème ne vient pas de vous, que le problème il est ailleurs. C'est pas vous le problème dans ces cas-là. Ça, c'est important, extrêmement important à comprendre. Bien entendu, vous avez aussi les thérapeutes, s'ils connaissent le phénomène, qui vont pouvoir vous aider. Mais la chose vraiment la plus importante, c'est d'essayer de prendre conscience que tout ce qui vous arrive, c'est pas de votre faute, que vous êtes la cible d'une manipulation, et donc qu'il est important d'en sortir si vous voulez survivre, que vous n'avez rien à perdre en fin de compte en sortant, alors que vous avez beaucoup de choses à perdre si vous restez. Quand vous prenez conscience donc de ce qui se passe, il est plus facile de parler avec un thérapeute. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'avez pas besoin d'un thérapeute, pas spécialement. Bon, ça peut devenir nécessaire, mais en règle générale, vous n'en avez pas trop besoin au départ. Vous avez cette prise de conscience et trouvez des personnes ou des choses, par exemple des vidéos sur YouTube ou ce que vous voulez, qui peuvent vous conforter ou qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe. Après,
oui, quand il est nécessaire d'agir, là, il se peut qu'un thérapeute soit nécessaire ou alors un avocat, hein, ça dépend un petit peu de ce dont vous aurez besoin le plus ou en premier. Et seulement là, vous allez peut-être plus facilement pouvoir vous en sortir. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre sur le sujet, Revivre après une relation toxique. Vous pouvez le trouver chez Amazon au format papier. Si vous faites malka.fr/revivre dans votre navigateur, vous tombez dessus. Vous pouvez aussi le trouver au format PDF, donc à lire sur n'importe quel engin électronique, que ce soit tablette ou ordinateur. Là, il vous suffit d'aller sur malka.fr/livre au pluriel, parce que j'en ai écrit plusieurs. Et enfin, j'ai fait un programme pour vous aider à sortir un petit peu de tout ça, que vous pouvez trouver sur toxic.malka.xyz. Voilà. Je suis un peu désolé des petits problèmes de son qu'on a eu, des problèmes techniques qu'on a eu. Ça a été un départ un petit peu difficile, mais bon, ça va. On a. Quand le patient ne veut pas entendre son praticien, est-ce de la résistance dont vous parlez dans votre module de formation, me demande Olivier. Oui et non. C'est-à-dire que ouais, c'est plus de la résistance qu'autre chose. Ça peut être aussi autre chose, mais en règle générale, dans toute thérapie, de toute façon, et dans toute évolution, il va y avoir une résistance. Il va arriver un moment quand on parle avec un client ou un patient ou même avec un ami de ses problèmes, même avec une personne dans une relation toxique par exemple, si on lui parle de ses problèmes et de comment s'en sortir, il va arriver un moment où l'autre va voir que la meilleure solution c'est de partir, par exemple, et que c'est vrai que c'est la meilleure des choses à faire, c'est vrai que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller, et c'est logique, etc., etc., etc. Mais il va pas oser sauter le pas, ou elle va pas oser sauter le pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résistance, parce que là, c'est vrai que la relation est toxique, mais dans toute névrose, dira-t-on, il y a un gain. Et là, dans une relation toxique, il y a un gain également, et ce sont ces fameux moments où les choses vont bien, c'est ce fameux shoot de dopamine qui arrive de temps à autre. Donc, il y a un gain dans toute névrose et également dans cette relation toxique, ce qui fait que le client va se dire, ouais, mais si je le quitte ou si je la quitte, eh ben, qu'est-ce que je vais avoir à mettre à la place, quoi. Et puis, je ne sais pas si je vais pouvoir me débrouiller, je ne sais pas comment les choses vont se produire. Alors que là, même si c'est désagréable, même si c'est difficile, même si je suis humilié, je connais mon bourreau et je connais la méthode de torture en quelque sorte. Donc oui, c'est de la résistance et c'est de la résistance que l'on peut voir dans beaucoup de cas, même pour arrêter de fumer ou quoi que ce soit, ou dans les addictions. Ouais, c'est un phénomène de résistance. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire qui, je l'espère, techniquement parlant, se passera mieux. Et puis, si vous avez des idées ou si vous avez envie que je traite d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Cyril Malka, sans divan.